On est parti pour un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club, épisode 65. Et donc à m'accompagner toujours 53 cactus et une invitée qui est Justine Jégu. Donc bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation du Chouchou Cycling Club. On va faire comme si on avait l'habitude, tu sais, c'est pas notre première invitée, mais pas loin avec Annette. Mais on va essayer de te présenter en quelques mots. Comment est-ce que toi tu te présentes? Ok, avec plaisir en tout cas. Moi, je suis Justine Jégu, j'ai 26 ans. Je cours au sein de la team MED Vert pour Rayonnance depuis de longues années maintenant. Et voilà, je travaille aussi à côté dans le monde du cyclisme. Et voilà, je fais ce double projet professionnel et cyclisme. Et l'année prochaine, je serai cycliste professionnelle à Winspace Orange Team. Donc, un nouveau cap de franchi pour l'année prochaine. Déjà, on te félicite pour ça. J'imagine que pour toi, c'est quand même une forme d'accomplissement. C'est quelque chose que tu attendais ou qui t'est tombé dessus par hasard ou... Non, je l'attendais beaucoup quand même. J'avais eu plusieurs illusions à propos de ça. J'ai jamais vraiment, enfin, quand j'étais petite, je rêvais pas forcément d'être cycliste professionnelle parce qu'il y avait pas d'équipe à part la FDJ et je pense que à cette époque-là, elle n'était pas vraiment payée. Donc quand j'étais cadette, j'en rêvais pas spécialement. Mais j'avais signé en 2022 un contrat chez Nice avant qu'ils nous envoient un mail un mois plus tard pour nous dire que l'équipe ne se ferait pas. Donc c'était une belle désillusion. Et du coup, à partir de ce moment-là, je m'étais mise dans la tête que je voulais pas m'arrêter là-dessus et me dire que j'avais signé un contrat d'un mois sans avoir été pro. Je suis très pour essayer de passer entre deux. Ça a été long. L'année dernière, j'y ai beaucoup cru et c'est pas arrivé, donc c'était difficile pour moi. Et cette année, c'est arrivé au final beaucoup plus tôt que prévu et à un moment où je m'y attendais pas forcément, donc c'était une belle surprise. Ouais, est-ce que tu peux dire un petit peu plus de quand est-ce que c'est arrivé? Parce que tu as eu quelques petits résultats dans la saison. Ouais, c'est ça. En fait, cette année, j'ai vraiment axé ma saison sur les courses UCI. C'était une discussion qu'on avait eue avec mon directeur sportif, Lucas Diagne, dès novembre, octobre-novembre, après que j'ai eu les derniers refus d'équipe. Il m'avait dit il faut que tu axes vraiment ta saison sur les courses UCI. Donc là, mon premier objectif, c'était Région Pays de la Loire-Tour. Et ensuite, c'était le triptyque breton. Et où j'ai réussi à faire les places que je souhaitais, à atteindre mes objectifs. Donc du coup, après ça, j'ai eu un coup de téléphone de Jean-Christophe Barbotin de Winspace Orange Team fin mai. Donc c'est arrivé un mois à peu près avant le championnat de France. Et ouais, vraiment au moment où je pensais pas en fait que ça allait avancer si tôt. Et en même temps, juste un peu avant, j'avais aussi pris contact avec un ami qui m'a permis d'avancer aussi dans ces démarches, Nicolas Fabien. Et voilà, c'est un peu fait comme ça. Et entre deux, j'ai eu des discussions avec une autre équipe. Mais c'était le projet de Winspace, c'était le plus solide et concret pour moi, on va dire. Ça veut dire que toi, alors tu te qualifies comment? Sprinteuse Ouais, plus sprinteuse puncheuse. C'est pas des sprints plus plats qui me correspondent non plus, parce que j'ai un petit gabarit. Donc des sprints en bosse, ou après un effort, ça me correspond un peu plus qu'une galette. Et après, je pense que je peux découvrir encore, affiner encore mon profil sur les prochaines années. Et donc, par rapport à ce profil et tes ambitions, Winspace aujourd'hui te propose un programme, ou en tout cas des garanties, un train, quelque chose. Comment ça se passe à ce niveau-là? Pas forcément avec un train de suite. Je pense dans un premier temps, je serai pas leader. Je pense que l'idée pour moi, c'est vraiment de faire ma place, d'aider au maximum l'équipe. Il y a une équipe solide avec des équipes quand même très fortes, non seulement sur les classiques, avec
J'ai fait la deuxième, par exemple, avec Newton, ou sur des classements généraux, là récemment, autour du Portugal, avec l'équipe bien aussi. Donc ça va être essayer d'aider au maximum le collectif, et après, voir au long de la saison. Je pense que moi, j'ai un cap à franchir encore pour m'exprimer pleinement en UCI, et j'espère vraiment continuer d'évoluer, et que le fait d'arrêter de travailler à temps plein, ça fait un gros palier. Donc après, sur le rôle, je pense que ça va s'affiner au fur et à mesure. C'est tôt dans la saison pour définir tout ça, mais ça va être de l'expérience à prendre dans un premier temps, je pense, et aider au maximum le collectif. Cactus, tu dirais des régimes, parce que sinon on enchaîne. Non, justement, pour rester sur le profil, tu parlais de l'exotique tout à l'heure, c'est des courses qui t'intéressent aussi? Ouais, j'aimerais bien découvrir ça, c'est sûr. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, j'ai jamais couru en dehors de la France, mais déjà découvrir un peu les courses à l'étranger. Apparemment, les courses en Belgique, c'est des courses vraiment particulières, donc c'est quelque chose que j'ai hâte de découvrir. Les débuts de saison, ça commence souvent en Espagne aussi, c'est des courses que je regarde tout le temps à la télé, Classique Valencia, Challenge Majorque, c'est des choses que je regarde tous les ans. Et après, moi, ma course de rêve, c'est Milan-San Remo. J'en ai toujours rêvé depuis toute petite, avant que ça soit une course libre. Donc, c'est sûr que c'est une course que j'aimerais faire à terme. Et j'espère qu'un jour, je serai au départ de cette course. Et après, ouais, ça va être découvrir tout ça, mais pas y aller sans objectif non plus. Et c'est pas du tout la découverte. Je veux montrer que j'ai ma place, et du coup, pérenniser cette place en UCI. Milan-San Remo, c'est pour ça que tu as attendu de passer professionnel, tu attendais que la course existe, et comme ça maintenant tu peux aller te positionner. Ouais, je me suis qualifiée, j'ai attendu la première, j'ai regardé comment ça s'était fait, je me suis dit, allez, maintenant, c'est bon. Non, mais c'est une sacrée course. Le Poggio, c'est le final le plus explosif de la saison, je trouve. Donc, c'est forcément une course qui m'a toujours fait un petit peu dans l'écran. Donc, j'espère réussir à le faire. Et est-ce C'est que une course, si tu as du punch et du sprint, tu peux effectivement aller les deux pour vraiment combiner les deux, et pas en même temps. Il faut enchaîner le punch et le sprint. Exactement, c'est une course particulière avec un sprint qui se fait sur fatigue. Après, je trouve que les courses féminines sont quand même différentes des courses masculines. Les garçons passent ce genre de difficultés, les sprinteurs les passent sans problème. Les meilleurs sprinters du monde, évidemment, passent sans problème. Ça aussi, je trouve que c'est pas du tout dans cette tranche-là encore. Donc, pour moi, si je fais un jour cette course, ce sera pas juste du punch ou du Poggio, ça va bien serrer les dents. J'en profite, moi j'ai une question par rapport à ce Milan-San Remo qu'on a eu pour la première fois cette année. On a eu un débat entre nous, on a pas mal discuté du sujet. La caractéristique de Milan-San Remo chez les hommes, c'est aussi la longueur de la course. Est-ce que tu penses ou pas qu'il faudrait qu'il y ait cette même caractéristique côté féminin? Totalement. Je pense que la caractéristique de Milan-San Remo, c'est 300 km. Évidemment, c'est la course la plus longue de la saison. Je pense qu'il faudrait que ce soit le cas aussi chez les filles. J'aime bien l'endurance, justement, les départs vraiment longs. Et ouais, les femmes sont largement capables de faire aussi de très longues distances, encore plus que les hommes. C'est là, c'est sur de l'endurance très longue que les femmes prennent le dessus sur les hommes, d'ailleurs. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est le genre de course qui devrait évoluer dans ce sens à terme. Donc, j'espère que ce sera le cas dans les prochaines années. Très bien. Et est-ce que du coup, par rapport à ça, tu es déjà allé sur place pour tester un petit peu les montées ou même à l'entraînement? Non, j'ai jamais eu l'occasion. En fait, avec mon travail et le vélo, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Donc, je pose tous mes congés sur des courses ou des stages. J'arrive à avoir quelques jours à Noël quand même. Et après l'été, à partir généralement une semaine. Mais du coup, j'ai beaucoup de déplacements. On évite de partir très loin. Avec mon copain, généralement, on reste pas trop loin pour pas générer trop de fatigue non plus. Parce que si j'ai qu'une semaine de vacances, passer de la Vendée jusqu'à Nice, Poggio, ça fait quand même beaucoup de route.
Donc on essaie de limiter et de profiter au maximum des peu de vacances et du temps qu'on a ensemble. Donc j'ai pas eu l'occasion encore d'aller là-bas, mais sûrement l'année prochaine. On te le souhaite. Ouais, j'allais dire que ça c'est fini maintenant. Ouais, c'est ça. C'est professionnel, c'est ça qu'on vous Ouais, demande. ça va durer encore un peu. Ça va durer encore un peu. Donc là, j'ai jusqu'à décembre encore à jongler avec tout ça. Mais c'est sûr que l'année prochaine, ça va être un grand changement et le fait d'avoir le temps de vivre, ça va être cool. D'ailleurs, comment ça se passe dans ces cas-là? Moi, je suis dans le concret, tu démissionnes de ton job actuel, tu prends un congé, tu prends, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour pouvoir aller sur un métier de cycliste professionnel, éventuellement revenir ensuite dans un métier plus classique? C'est pas encore, c'est pas encore défini. J'ai la chance de travailler dans un club de vélo, donc avec des dirigeants qui sont hyper à l'écoute et hyper cool pour ça. On a eu une première discussion juste après que je leur ai expliqué que j'allais partir, mais on n'a pas encore défini comment. Là, dans l'idée, probablement, je sais pas encore, je veux pas dire de bêtises que je sais pas, mais la seule chose que je vais faire là, c'est économiser le maximum de jours de congé pour les poser du coup en fin d'année et m'entraîner sereinement sur novembre, décembre. Là, c'est le seul truc qui est certain, après le reste, je sais pas encore. Il y a des stages d'ailleurs de prévus sur la fin d'année avec Quickspace? Et probablement, mais j'ai pas encore non plus le calendrier. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, elle n'est pas encore définie. Elle est préparée le Tour de France, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se délier aussi après. Cactus? Justement, le fait d'avoir ce contrat aussi tôt, si on peut dire, dans la saison, ça va plutôt te motiver pour les courses qui te restent à montrer encore plus qu'ils ont raison de te recruter, ou c'est un point en moins, donc ce sera peut-être un peu plus décontracté, pas forcément plus insouciant, mais est-ce que ça peut être une motivation justement en moins de ne plus avoir à faire sa place? Non, dans un premier temps, c'est un soulagement, réel soulagement, et ça va me permettre de courir un peu avec une pression en moins, c'est sûr, parce que sur toutes les courses ici où j'allais, mon idée c'était vraiment de prouver que j'avais ma place. Et du coup, j'ai encore deux gros objectifs dans ma saison pour cocher toutes les cases. Donc là, sur ces courses-là, je vais vraiment être encore au millimètre et vraiment concentré sur la performance. Après, sur toutes les courses autres, je vais essayer de rendre au maximum avec tout ce qu'ils m'ont apporté depuis tant d'années, donc en aidant des filles qui ont vraiment tout en ce moment, qui sont vraiment très fortes et qui méritent aussi d'avoir leur place au-dessus, et du coup en essayant de les mettre au maximum en avant sur ces autres courses. Ça va être ça un peu l'idée de fin de saison. Ok. On n'a pas parlé du fait que tu avais quand même réalisé un magnifique podium au championnat de France. Tu l'as fait sur un circuit punchy et en allant décrocher la troisième place au sprint, donc on revient sur les 1500 vélos. Est-ce que, malgré avoir signé avant ton contrat, est-ce que ça a quand même changé quelque chose pour toi, ce podium championnat de France? C'était aussi une attente pour toi? Ouais, complètement, c'était un objectif. Le championnat de France, il était à 30 minutes de Genève. J'ai été le repérer une première fois en novembre pour savoir si on faisait un objectif ou pas. Et j'avoue, quand j'ai repéré le circuit, je me suis dit que ce serait trop dur pour moi et que ça allait être compliqué. Et du coup, avec mon entraîneur, on en a discuté. J'ai dit, est-ce que j'ai une idée ou est-ce qu'on le prépare, mais ça va être chaud. Et je suis restée sur le fait de le préparer parce que c'était en Vendée. Je pense que si ça avait été plus loin, j'aurais pas abordé la chose pareille. Et par contre, quand je me suis dit que j'allais le préparer, je l'ai vraiment fait à fond. Donc, non, la troisième place, elle était un peu inespérée, surtout vu la situation de course à quelques kilomètres de l'arrivée. Donc, le fait d'avoir signé avant, ça m'a enlevé un petit peu de pression parce que j'arrivais pas en me disant faut absolument que je cours encore. Mais par contre, j'avais envie de faire la meilleure place possible sur ce championnat. Je visais le top 10. Donc, c'est ouf d'avoir fait la troisième.
Et c'est la deuxième fois. mesure les champs de flag t'ont aidé à arriver à cette troisième place? C'est un endroit qui faisait mal. À chaque fois que je fais la ski, je me disais, mais cet endroit, c'est super mal. Le petit taquet là derrière, c'était difficile à ce moment-là. Mais j'étais concentrée sur la course. Il y avait beaucoup d'encouragement. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour m'encourager. On va dire que c'était rapide, quoi. Ah, c'est lui qui venait du plus loin quand même. Fly, Nino. Ouais, c'est ton deuxième podium sur les championnats de France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais j'ai été troisième l'année d'avant aussi. Mais c'était une course différente parce que la course était avec les pros. Donc en fait, j'ai pas fait troisième de la course. Oui. C'était un peu particulier. Et lequel Ouais. t'a le plus marqué? Attends. Comment? J'ai pas compris. Est-ce que ça t'a plus marqué, celui-là ou l'autre? Du Ouais. coup, c'était Alors, c'est différent l'autre parce que c'est la première fois que je montais sur le podium d'un championnat de France. Et en vrai, jamais j'aurais pu imaginer monter sur le podium de France. Pour moi, c'était pas possible. En fait, là, c'était le premier France amateur. Parce qu'en fait, avant ça, on faisait des courses avec des pros. Moi, j'avais l'impression qu'on était la plupart de figuration. Parce que ça reste des filles qui sont payées. Il y a plein de vélos très fortes, les meilleurs de France. Donc forcément, nous, amateurs, quand on arrive sur des pistes qui sont très dures, par exemple comme Cassel l'année d'avant, on y allait sans espérer grand-chose, quoi. Donc j'imaginais pas avoir un France amateur. Quand il y a eu le France amateur, c'est exceptionnel de monter sur le podium. Et aux Herbiers, le fait que ce soit au bout du monde des Alouettes, en Vendée, devant tous mes proches, troisième de la course avec un final comme ça, c'est exceptionnel. Et je pense que le France des Herbiers marquera plus que Saint-Martin-d'Anvers, alors que pour le coup, c'était exceptionnel. Cactus? Non, ça reprenait un peu ce que disait Fly sur les différences. Moi, j'ai une petite question. Tu as 26 ans, on va dire que tu es expérimenté. Compte tenu de mon âge, je ne peux pas dire plus. Est-ce que compte tenu de cette expérience et de vécu que tu as un peu dans le l'auto, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un écart qui diminue ou un écart qui se creuse entre les professionnels, parce que tu l'as vu jusqu'à cette année, c'était le premier championnat amateur différencié, entre les professionnels et les amateurs. Est-ce que tu penses que ça se creuse ou au contraire ça se rapproche un peu et de manière générale, pas forcément sur ton cas? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a des vagues. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a des vagues de moments où il y a un grand écart et de moments où il y a un moins grand écart. Et c'est lié, je trouve, aux créations des équipes. En gros, il y a eu une période où le niveau amateur, après, j'avais pas le niveau que j'ai maintenant. Donc, c'est peut-être ma vision aussi qui est erronée. Mais j'avais l'impression à une période où le niveau amateur était extrêmement élevé parce qu'il n'y avait que la FDJ et elle venait sur l'équipe de France. Ensuite, il y a eu la création de plein d'équipes. Donc, il y a eu un moment où il y a eu un creux de la vague où, en gros, tous les meilleurs amateurs étaient dans les équipes professionnelles, FDJ, Cofidis, Aubert, Arkea, Space, Charente-Maritime. Et en fait, en fonction des créations d'équipes, que ça fluctue, le moment où il y a eu les créations de Comedy et d'Abadi Lebou, il y a eu encore un creux chez les amateurs. Et là, cette année, je trouve que le niveau est élevé parce qu'il y a des équipes confirmées, Abadi Lebou et Comedy. Donc, je trouve que cette année, le niveau est élevé. On l'a vu sur le championnat de France où ça roulait pas mal, mais surtout sur les Coupes de France, il y a un niveau de plus en plus homogène. Et du coup, je pense que ça marche par période. Mais par contre, globalement, le niveau des meilleures françaises, et là, il y a une énorme marge en fait entre les meilleures françaises et les meilleurs pros et on va dire le gros du peloton pro. Les meilleurs amateurs peuvent se mélanger un petit peu. Et il y a une grande, on va dire que entre le plus haut et les meilleurs amateurs, ça s'étire énormément. Plus qu'il y a quelques années, parce que ça se comprend dans le sens où maintenant les filles sont vraiment payées, là où c'était pas le cas il y a 10 ans. Non, j'ai pas de question qui me vient. J'en ai encore.
Tu as remporté cette année une course qui est justement chère aux yeux de Fly, le chrono 47, donc chrono par équipe. Qu'est-ce que Justine Jégu vaut entre la montre? Pas grand-chose. Chrono par équipe, chrono par équipe, c'est différent. Au chrono 47, nous, entre nous, on n'était pas pour la remporter, on était là-bas pour s'entraîner pour le chrono championnat, c'était une Coupe de France L2, c'est la Team Grand Sud qui a remporté le chrono 47. On était équipe invitée, mais c'était une belle expérience, c'est la première fois que je terminais un chrono par équipe en disant qu'on avait fait une performance qui était solide avec l'équipe. Même je pensais qu'on n'allait pas gagner, mais j'avais l'impression qu'on avait fait un beau chrono, mais dans ma tête, je pensais pas qu'on était meilleur temps, on va dire. Pas gagné pour nous, on a juste fait meilleur temps du chrono. En chrono par équipe, je me débrouille bien parce que je trouve que c'est des efforts un peu collectifs du coup. J'arrive à bien récupérer. Mais en chrono individuel, c'est pas ça. Tu t'es pas aligné au championnat de France? Non. Ça aurait été une grosse erreur, je pense. Ça aurait été une grosse erreur pour moi, c'était la veille. Les amateurs femmes avaient la malchance, c'était compliqué au niveau organisationnel dans le sens où le chrono de sortie était à 15h et le départ le lendemain était à 9h. Je pense que ça m'a servi. Peut-être que j'aurais été 4e ou 5e s'il n'y avait pas eu ce chrono la veille. C'est un autre Muller qui fait juste derrière moi à la course qui écrase le chrono la veille. Donc on va dire que ça m'a servi, mais ça les a desservis. Donc c'est un peu dommage pour elle. Après, les deux autres qui étaient devant, ils avaient fait le chrono ou pas? Comment? Les deux qui étaient devant. Oui. Ouais. Bah oui, Noémie, elle a fait 3e, donc Ouais. solide. Et Émilie Morier, elle a dû faire 5e, je crois. Ok. 4e. Donc ouais, non, c'est des chiffres importants. C'est les favoris de toute façon de la course. Ouais. Cactus? Bah là, on va avoir Gâteau Charentaise qui arrive sur ce week-end. Donc, l'année dernière, c'est une course où tu t'es aussi illustré. Tu as terminé 13e. Donc là aussi, tu avais déjà marqué quelques points aussi. Donc c'est aussi un des objectifs pour cette deuxième partie de saison pour toi? Ouais, complètement. Il nous reste malheureusement que 2 courses UCI. On n'a pas la Périgord. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont sur la Périgord. Isberg est annulé. Fournier est en même temps Coupe de France, non. Donc il nous reste la Pito et KVE. Et la Pito, c'est une course qui est chère à mon cœur aussi. C'est une course que je fais depuis longtemps et que j'ai toujours aimé, toujours apprécié. Donc ouais, c'est un objectif cette saison. Ok. Et si on se projette à un peu plus long terme, comment est-ce que toi tu te projettes, tu vois d'ici 2, 3, 4 ans en partant l'année prochaine avec la licence de cycliste professionnel chez Space Franchise? C'est quoi ton mission? Pas vraiment. J'ai jamais été du genre à me projeter, mais ouais, dans l'idéal, franchement, en fait, je veux pas faire un one shot, passer pro une année, être invisible et retourner discrètement chez les amateurs. J'ai couru après ça pendant longtemps, très longtemps, ça a été difficile à atteindre. Donc l'idée, c'est vraiment d'exploiter au maximum mais on va dire d'exploiter au maximum mon potentiel. J'espère avoir encore une marge de progression, même si, vous l'avez dit, j'ai 26 ans, mais je pense que j'ai toujours progressé d'année en année, donc j'espère sincèrement pouvoir franchir encore un gros cap et courir sur les plus belles courses du monde et ne pas être invisible. Et j'espère que ça va durer 3-4 ans. Et est-ce que justement avec Winspace, il y a dès le départ des discussions comme ça, on propose un contrat d'1 an, mais en fonction de résultats, d'évolution de tes résultats, tout simplement, de progression, tu as déjà des promesses, je ne sais pas comment dire ça, mais ça a déjà été envisagé de continuer ensuite, ou c'est simplement on te prend 1 an et on verra? Non, évidemment, l'objectif, c'est poursuivre l'aventure avec Winspace plus qu'1 an. Mais
Forcément, pour eux, je pense que proposer plus dans un premier temps, c'est compliqué pour une athlète qui a 26 ans, qui n'a jamais couru en UCI. Ça reste un pari. Moi, j'espère je vais faire en sorte que ce soit un pari gagnant. Et du coup, dans l'idée, c'est à la fin de cette année, de décrocher un contrat, on va dire, sur 2 années pour être plus sereine, pour souffler et pour voir plus loin, justement. Et voilà, avoir des ambitions à plus long terme. Parce que c'est sûr qu'un an, ça met la pression, parce que c'est court, très court. Donc, faut pas se reposer sur ses lauriers. Et moi, j'ai à cœur de commencer à me préparer dès maintenant, mentalement et physiquement. Donc, l'idée, c'est que ce soit du long terme. Est-ce qu'il y a une équipe sinon qui te fait rêver? Où tu aimerais aller? En fait, je me suis jamais imaginé, pas spécialement, parce que dans le sens où je pense que le World Tour, j'arrive pas à me projeter dans le World Tour dans le sens où je suis réaliste. À l'heure actuelle, je ne vois pas le niveau d'être en World Tour. Et après, en pro team, en étant dans le milieu amateur, c'est difficile de voir ce qui se passe dans ces équipes. On voit beaucoup de choses dans le tour amateur, dans les autres équipes, mais nous, on est avec elles. Si on y est 6 jours dans l'année, et c'est 6 jours où justement on doit vraiment être concentré pour prouver qu'on a des choses à prouver sur ces 6 jours. Donc j'ai pas beaucoup d'occasions d'observer, de voir ce qui se passe dans les différentes équipes. Donc non, pas forcément. Après, il y a des équipes qui me font rêver à la télé, c'est sûr. Mais je me suis jamais imaginé que j'en faisais. Tu as côtoyé quelques jeunes femmes qui sont passées pro avant toi, du coup. Tu as gardé des contacts, tu as pu discuter un peu de ça, peut-être avec certaines d'entre elles. Avec des filles de l'équipe ou avec d'autres filles? Ouais, déjà des filles de l'équipe que tu connaissais justement d'avant, et puis d'autres filles que tu n'as pas forcément côtoyées dans l'équipe dans laquelle tu es aujourd'hui, mais que tu côtoies malgré tout. À Winspace, j'avais eu l'occasion de faire une course avec Constance Valentin, donc j'ai un petit peu échangé avec elle au niveau du championnat de France, justement. Donc c'est une fille avec qui j'ai hâte de courir, ça s'est super bien passé, on était amateurs ensemble, on courait pas toute l'année ensemble, on a fait une course. Et après, j'ai beaucoup discuté avec Pauline Rabi, qui est une amie proche qui a Aubert. Donc on a forcément échangé tout le long de cette saison-là, et ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc oui, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec elle, même avec Noémie Aval. Elle était longtemps chez Winspace aussi, Flavie Boulet notamment. Évidemment, je connais plusieurs filles avec qui je courais en amateur et qui maintenant sont pro, Clémence Latini aussi. Et même Marion Guinel, c'est des évolutions qui sont incroyables à voir. Quand je vois l'évolution de Marion aujourd'hui, on était ensemble il y a 2-3 ans sur des courses régionales, et voir où elle est aujourd'hui, c'est fou. Donc c'est sûr que faut pas rêver à pas rêver l'impossible, mais à la fois quand même avoir des espoir. Mais ouais, c'est toujours intéressant d'échanger avec des filles d'expérience et qui nous donnent des conseils, et moi c'est des conseils que je prends évidemment. Donc je vais pas dans l'inconnu, je pense. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs? Là, ça va faire 9 ans. Ça va faire 9 ans que je suis à la team L, donc depuis 2017. Donc au 1er janvier, ce sera plus le maillot. Ça va faire un tiers de ta vie qui va se terminer comme ça. Ça va faire quelque chose quand même. Oui, évidemment, c'est sûr. La team L, c'est ma deuxième famille. J'ai passé toutes mes années là-bas et j'ai évolué. Quand je pense à tout ce que j'ai vécu dans cette équipe, c'est sûr que c'est vraiment incroyable. Ça va faire bizarre. Je pense qu'il y aura sûrement en fin de saison beaucoup d'émotions, de l'équité. C'est une période difficile aussi pour l'équipe qui est à la recherche de partenaires en ce moment. Donc j'espère aussi que l'équipe va repartir, et ça me briserait le cœur de partir au moment où l'équipe s'éteint. En fait, je ne voudrais pas être arrivé à la création et repartir au moment où ça se ferme. Pour moi, c'est pas envisageable. J'espère vraiment que ça va aller, même si on est dans un contexte difficile, économiquement parlant en ce moment. Et ouais, ça va être beaucoup d'émotions. Ça va faire bizarre de partir porter un autre maillot, de sortir de cette zone de confort à la fois, parce que ça reste quand même une zone de confort. Donc ouais, beaucoup de changements, mais c'est sûr que ça va être très très dur
la fin de saison va être très très émouvante, je pense, pour moi. Est-ce que là, il y aurait des questions sur le chat au hasard? Non, pas de questions sur le chat. On a dit que c'était bonne, alors. C'était pas mal. Bon, bah écoute, Moi, j'en ai question, une petite dernière. Donc, tu veux rejoindre Windspace Orange Seal, qui est le sealant pour les pneus tubeless. Et ton surnom, c'est Rustine. Donc, il n'y a pas de Rustine dans les pneus comme ça. J'ai pas entendu la fin de la question, Euh, mais il n'y a pas de Rustine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Mon surnom, c'est Rustine, et ça vient de la création du quasiment. Dans de copines et copains, et ça vient de là. Et c'est surtout l'équipe qui m'appelle comme ça. Donc, je suis surtout tubeless, je vais devoir changer de surnom. Non, tubeless aussi avec la teammate, donc je pense qu'on s'en sort quand même. Il y a cassé celle-là, t'as raison. Ouais. Très bien. D'autres questions, messieurs? On a fait le tour. Très bien. Bah, écoute, Justine, on va te remercier chaleureusement d'avoir pris du temps pour venir participer à ce podcast du Chouchou Cycling Club. On te souhaite évidemment tout le meilleur pour déjà cette fin de saison. Et puis on attend de te voir un peu partout en France et en Europe et par le monde l'année prochaine avec la Windspace Orange Seal pour continuer ta progression. Bonne chance à toi pour tout ce qui va t'arriver pour l'avenir. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli, et merci de mettre en avant le système féminin comme ça. On a besoin de ça, je pense, pour les années à venir encore, on a besoin de plus que les hommes qu'on a besoin de ça. Tout à fait, puis c'est vachement plus intéressant. Merci beaucoup, bonne fin de soirée à toi, et bah, continuez à nous suivre sur le Twitch de Fly pour voir la suite de cet épisode. À très vite, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Très intéressant, monsieur. Hein? Je remets le truc comme il faut. Ah, là, il est en train de tout remettre comme il faut parce qu'il a tout préparé. Non, mais histoire qu'on n'ait pas les têtes coupées en deux, quoi. C'était le 14 juillet hier, c'est dans le fond. Voilà. Non, oui, très intéressant quand même de voir l'évolution de Justine et ses attentes et tout à fait tête sur les épaules sur à la fois sa progression, la réussite de sa progression, ses capacités, ses envies pour ce que vous en avez pensé. Ouais, non, très intéressant. Et, bah voilà, on l'a vu quand elle était amateur, et puis on va voir ce qu'elle fera quand elle sera pro. Donc, toujours intéressant aussi de suivre sa progression, et puis voir ce qu'elle va donner. Oui, son profil est intéressant pour pas mal de courses en plus. Donc, effectivement, si elle arrive à se mettre au niveau au-dessus pour rivaliser avec d'autres courses qui ont ces caractéristiques, ça peut être pas mal. Justement, ce que tu dis sur le réalisme, je me demande si ça n'a pas justement un rapport avec ce monde amateur, dans le sens où tu sais que tu es à un stade où tu peux pas forcément vivre, donc tu es obligé d'avoir des objectifs réalistes en quelque sorte. Il y a un rapport qui est complètement différent, je pense, que ceux que peuvent avoir des professionnels qui ont beaucoup plus de tranquillité à ce niveau-là. Oui, tu as raison. Bon, on va reprendre le cours normal de notre épisode. Il y avait quelques petites courses qui se sont déroulées sur la semaine écoulée, donc on a un jour de plus, on est mardi soir par rapport au lundi soir habituel. On va quand même essayer d'aller assez vite. Je pense que vous avez pu voir aussi par vous-même les résultats de ces courses depuis la semaine dernière. Moi, je vais commencer avec le Giro.
notre Giro, vous l'avez laissé à la fin de la deuxième étape. La troisième étape, comme vous l'avez décrite, était un départ en montée et une fin sur 90 km en descente. Cette étape s'est soldée par ce que l'on attendait, c'est-à-dire un sprint, et c'est-à-dire un sprint remporté par le Vinales. Mais il y a eu quelques petits désagréments sur la course, notamment une chute relativement importante, si ma mémoire est bonne, c'était sur cette étape, dans les derniers kilomètres. Ce qui fait que Lorena Vives s'est battue contre Josie Nelson de la Philippe Stenel, et c'est sa lanceuse de Topi qui récupère la troisième place faute de trop grande adversité sur ce sprint. On retrouve Elisa Lamborghini quatrième et Babette Van der Werf cinquième. Cette étape, si on en a le nuancé, cette étape avait vu François Salazar récupérer le maillot de meilleur grimpeur, notamment à la faveur de la montée initiale. Il était rentré très dans l'ordre ensuite. Pour l'étape numéro 4, j'attends quand même que les affiches sur mon ordinateur est particulièrement lent. Pour l'instant, il tient le coup. L'étape numéro 4, c'était à l'intérieur de l'étape numéro 3, mais ça finissait sur une belle montée vers le col de Biadene. Cette montée a permis de faire le demi dans les favorites. Et on a accompagné dans un premier temps d'Elisa Lobo et de Sarah Gigante, qui ont ensuite été rejointes par une partie du groupe qu'elles avaient quitté auparavant. Et on a finalement assisté sur la fin de la montée à une attaque de Sarah Gigante pour les différentes teams. Attends, je vais te couper la caméra là. On est un peu en train de te perdre. Déjà, t'étais pas pendant l'interview, Non, on est bien. On gère les invités et puis après, ça part en live. Là, on a l'habitude. Ouais. On a l'habitude que ce soit n'importe quoi entre nous. Est-ce que tu es toujours avec nous, 53? Ah, attends, il revient. C'est lequel qui est revenu? Hop. Du coup, je vais virer l'autre. Du coup, ouais, t'as changé de place. Mais... ça, c'est... Donc, nous en étions ajoutés, donc il s'était donné qu'il y avait donc cette étape numéro 4, dans un duo Lamborghini Marine Racer, respectivement deuxième et troisième, entre de meilleurs jeunes qu'elle portait déjà, quatrième, et Paulina Roya, First, 56 secondes. On retrouvait ensuite de belles performances pour Barbara Malcotti, Isabella Olguren et Laurie Schaeffer, puis ensuite Chiara Castellane et Oscar Zika. Cette montée permettait à Sarah Gigante de se replacer au général et surtout de récupérer le maillot de meilleur grimpeur. Suivante, étape numéro 5 était entièrement plate et dévolue aux sprinteurs, deux en France. On s'attendait à une étape assez calme et on a finalement eu droit à, on va dire, une forme de coup de bordure. D'après les commentaires, les conditions n'étaient pas forcément réunies d'un point de vue vent et
l'équipe du AE ADQ a profité de la sortie d'un village dans lequel le peloton passait avec des petites rues, et donc le peloton s'était étiré, et à la sortie du village, le ADQ a embrayé. Évidemment, le peloton a craqué plusieurs endroits à l'arrière, et notamment a permis à une grosse quinzaine de courses de se détacher. On a retrouvé les favoris, notamment Marion Reusser et Elisa Lamborghini dans ce premier groupe. Mais par contre, par exemple, Sarah Gigante, qui avait fait un bon job la veille, s'est retrouvée piégée dans le second groupe avec sa mauvaise habitude de traîner en peloton, n'a pas pu récupérer à l'avant. Évidemment, le Giro. Pardon, on n'entend plus. Hein? Je sais pas, moi j'entends pas du tout, j'ai rien de lui. Ah, mais moi j'entends tout, hein. Ah, bah, c'est que ça doit être moi que ça marche pas. On en profiter pour se reconnecter comme tout à l'heure. Ouais, vas-y, ouais. Pars et reviens, et nous on continue. Encore une fois, heureusement que t'es pas dans la vidéo. C'est parce que je me suis déconnecté, reconnecté. Ouais. Donc j'enchaîne, et donc la voir, ça a aussi profité de cette. Vous allez voir que c'est toujours bien passé dans le peloton, avec cinq jeunes femmes dans le groupe de tête. Elena Chekini, Barbara Goritsky, Anna van der Breggen, Lotte Kotti et évidemment Lotte Bus, qui n'attendait que le sprint de cette étape, qui remporte ce sprint devant Marion Vos. On va dire qu'il y a quand même eu une petite lutte pour la victoire entre les deux. Eliane Lippert, pour la Movistar, vient compléter le podium. On retrouve derrière Marion Vos, Elisa Lamborghini, Anna van der Breggen, Franziska Braus, Katia Ragusa et Silvia Persico pour compléter le top 10. Et on en a déjà parlé, notamment de Sarah Gigante, et le groupe Gigante finit à 1 minute 40. Juste aussi à signaler sur cette étape, c'est l'abandon de Fleur Morse qui apparemment a fait une chute et que personne n'était au courant qu'elle était tombée. Donc un petit peu une chute qui rappelait Muriel Führer sur les championnats du monde. Alors heureusement ça s'est beaucoup mieux terminé, hein, mais voilà, je crois que il y avait plusieurs voitures qui étaient passées sans voir qu'elle était tombée. Elle finit quand même à l'hôpital avec un bras cassé, hein, pour essayer de ressembler à Eleonora Labella. Pour, voilà. Et voilà. Après, elle a déjà été opérée, donc elle va beaucoup mieux. Et puis, on espère qu'elle reviendra rapidement. Oui, beaucoup de stress parce qu'elle était revenue récemment, justement, et de manière très intéressante, comme on a parlé sur les épisodes précédents. Donc, on espère que son prochain retour sera du même académique. Sur l'étape numéro 6, cette étape numéro 6 a vu les échappées pouvoir aller se disputer cette victoire. Et parmi ces échappées, on trouvait notamment Paulina Rogers et Liane Lippert, qui se sont présentés toutes les deux sur la ligne. Évidemment, l'Allemande n'a pas laissé la moindre chance à la Néerlandaise, qui dans le sprint ne tenait pas de toute façon à jouer l'autre à Liane Lippert. Donc Liane Lippert s'impose sur cette étape devant Paulina Rogers. Sherry Monroy et Silke Smulders sont sortis du peloton derrière et finissent respectivement 3e et 4e. Même chose pour Lieke Deuxième, qui confirme là aussi son bon retour en pleine forme. Et on retrouve ensuite le peloton relié par Sarah Van devant Juliette Labous, Catherine Albrun, Elisa Lamborghini et Barbara Malti. Le peloton s'étend pour l'étape basique, je ne vais pas nous citer évidemment. On arrive maintenant à la 7e étape, 7e et avant-dernière étape. Arrivé là aussi en montée après un parcours relativement mal plat, on va dire, punchy.
Cette étape a vu, là encore, se présenter un groupe des favoris tout de suite de la montée finale. Et là, tout a explosé relativement rapidement, notamment sous l'impulsion de à nouveau Sarah Gigant, qui est sans conteste, même si elle perd son meilleur grimpeur à l'issue de cette étape, qui est sans conteste la meilleure grimpeur de ce Giro 2025. Elle conclut l'étape en revenant sur Elisabeth Borghini, qui avait tenté de s'échapper et en lui collant quand même 45 secondes dans les derniers kilomètres. On retrouve derrière Isabella Lundgren à 1,14 et Marlene Reusser à 1,17, qui donc perd 32 secondes sur Elisabeth Borghini et qui perd le maillot rose qu'elle portait jusqu'à présent. À savoir que Marlene Reusser, depuis 2 jours déjà, était malade. Et donc, il conclut avec les moyens du bord ce maillot rose. Malheureusement, elle perd sur cette dernière étape. On retrouve en compagnie de Marlene Reusser, Antonella Di Maria, qui, elle, consolide son maillot de meilleur jeune, devant Barbara Malcotti, Urs Kasigart, Paulina Rojakers, Evita Music et Anna van der Breggen, quelque peu décevante sur cette fin de Giro, peut-être déjà un peu fatiguée. Alors pour Anto, tu dis qu'elle le consolide, mais Isabella fait le meilleur résultat. C'est Isabella qui est devant, oui, pour 3 secondes. Ah oui. Plus les bonifs. Globalement, elle tient bien le truc. Donc oui, Sarah Gigant perd son maillot de la montagne à l'occasion de cette étape, parce qu'il y a eu plusieurs autres mondes à franchir et meilleurs grimpeurs. Donc c'est une fois Slovakia qui a récupéré cette tunique, malgré la performance éblouissante de Sarah Gigant dans la dernière étape. Et enfin, dernière étape, sur cette dernière étape, le peloton rejoignait l'autodrome de Ferrari à Imola, avec là aussi un circuit bien petit pour conclure ce Giro. Sur ce petit jeu-là, Anna van der Breggen a tenté de refaire le coup de la Vuelta et de partir dans la dernière descente. Ça aurait pu réussir, mais elle s'est retrouvée avec le sparadrap du Giro 2025 dans les roues, en l'occurrence Liam Lippert, pour la Movistar, qui s'est fait un plaisir de régler sa deuxième néerlandaise de la semaine sprint, après Paulina Rojakers tout à l'heure. Quand tu étais néerlandaise, c'était Eskimo en cyclisme féminin. C'est ça, là le choix. Et puis les sprinteuses, Franchement, ça change bien. quand elle ira faire face à Lorena au sprint, ça sera autre chose. Eh ben, quand elle s'est confrontée à Lorena Vives, malheureusement, elle a fini troisième, on l'a vu tout à l'heure. Marlene Reusser vient remporter le sprint du paquet 8 secondes derrière, du peloton des favoris, on va dire. Juste devant Elisabeth Borghini. Donc les bonifications de la troisième place ne suffiront pas à Marlene Reusser, malheureusement, et elle restera à la deuxième place derrière Elisabeth Borghini. On trouve à la cinquième place pour cette étape Evita Music, Isabelle Lundgren à la sixième, Paulina Rojakers à la septième, Ziggy Smulders à la huitième, Antonia Niedermayer à la neuvième, Sarah Gigant à la dixième. Donc on n'a pas de cassure, elle est restée en tête de peloton cette fois-ci. Donc, conclusion pour ce Giro, remporté par Elisa Borghini de la AWI. C'est Antonia Niedermayer qui remporte le maillot de meilleur jeune. Pour la partie des points, c'est Lorena Vives qui repart avec le pactole. Et à la montagne, Sarah Gigant profite de la dernière étape pour devancer soit Storazza et Léa Gagné, troisième de ce classement. J'en ai pas parlé, mais elle a réalisé sur les deux dernières étapes des échappées qui ont permis de marquer des points, notamment sur la dernière étape. Voilà, le classement par équipe, c'est l'équipe Insurance Bell Team qui doit remporter ce classement par équipe.
Donc un beau Giro 2025, bien animé, avec des rebondissements, avec une certaine confirmation, on va dire, à la fois la force de Marc Grosser en début de Giro, malheureusement touché par la maladie sur la fin, et les capacités évidemment d'Elisa Longoborny, ce départ du monde qui n'arrive toujours pas à se passer en tête de peloton très régulièrement, mais qui est plus fort que jamais en montagne. Et puis après, quelques petites satisfactions, évidemment pour là, il aurait une baisse, c'était une satisfaction, mais on pourra noter aussi, je vais parler de Lagrini, on pourra noter Lille, on pourra parler de Célia Gagé aussi, qui a presque fini son premier concours, elle abandonne sur la dernière étape, et qu'elle a chuté sur l'étape 3, il me semble. Qu'est-ce que vous avez vu comme satisfaction de votre messieurs? Anto qui prend le maillot blanc sur la première étape et qui le garde jusqu'au bout. Ouais. Je vais aller voir ça. Par contre, J'en avais fait une de mes favorites avec Cyril Mandandroy, et comme Mandandroy ne fait plus partie de ce classement, on comprend forcément à pouvoir performer. Je vais reprendre bien tous les résultats parce que d'une part, j'ai pas entendu tout le récap et d'autre part, j'ai pas forcément pu trop suivre ces derniers jours. Ça se passait en Italie. Je l'ai trop beau. Ouais, si, là j'ai peut-être plus confirmation que satisfaction, mais Barbara Malcotti aussi qui est assez régulière en second rideau, va chercher la 8e place, qui confirme son bon niveau de montagne qu'on avait pu apercevoir déjà ces derniers temps. Il y a Malcotti, il y avait Lundgren aussi, qui fait pour résultat aussi, et Catherine Hackwood, je mets les trois dans Ouais, j'allais le dire. Non, tu parlais de Célia Géry. On peut aussi parler de Victoria Chladonova qui finit 16e au général. Ouais. Allez, écoutez, je pense qu'on en a suffisamment sur ce Giro. Pas de questions côté chat, Fly, c'est tout bon? Non, pas de questions. Parfait. Alors, on va passer à la Slovaquie avec la Respect Ladies Race de Cactus. Juste avant ça, pour un dernier petit mot sur le Giro, a priori, Marlène Reusser favorise pour la deuxième place sur le Tour, du coup, pour compléter la trilogie. Peut-être qu'on verra si elle se remet. C'est parce qu'elle est ça fait depuis Burgos qu'elle enchaîne quasiment toutes les grandes courses, enfin toutes les courses sur le Tour. Ouais, c'est le deuxième À à chaque chaque fois, fois. il y a peut-être eu un peu de fatigue aussi de ce côté. Donc effectivement, on avait la Respect Ladies Race Slovakia, comme son nom l'indique, en Slovaquie, qui s'est déroulée samedi et qui avait la victoire de la locale Sofia Ungerova, donc de Matt Atom Developer Wroclaw, donc qui succède à une autre Slovaque, Victoria Chladonova, justement, dont on a parlé il y a quelques instants. Deuxième place pour Ola Kulinic, qui est habituellement chez Phoenix Devo, mais qui était cette fois dans une sélection ukrainienne. Et troisième place pour Manuel Namu, coéquipière de la vainqueur. Quatrième place, on retrouve l'ancienne championne de République tchèque Barbora Nemkova et Belinda Holzer, cinquième, 5 nationalités différentes sur les 5 premières places. C'est pas souvent, donc autant le mentionner. Et aucune néerlandaise, on peut le souligner aussi. Je sais pas s'il y avait des néerlandaises au départ. Je crois pas, parce que j'avais noté aucune chouchoute. Donc, Attention, c'est rare ça. ouais, non, c'est pour ça. Surtout en Europe. Non, il n'y avait aucune néerlandaise. Bon, est-ce qu'il y avait des néerlandaises à Berlin? Ouais, il y en avait. Ouais, Ouais, il y avait la moitié. Donc là, j'avais un peu plus de chouchoute. D'ailleurs, c'est assez pénible des fois les courses comme ça parce que moi, je suis sur le bord de la route
Et faut que je chante pour mes chouchoutes. Et des fois, il y a trop de chouchoutes par rapport au nombre de tours. Donc du coup, là, c'était un... Oui, il n'y a pas assez de tours. Ouais, voilà, bon, t'appelles ça comme tu veux. Mais bon, là, du coup, j'ai réussi Bon, à... après, il y a une limite quand même de kilomètres à respecter. On peut pas faire des courses de 500 bornes. Certes. Non, mais des tours de 500 mètres, c'est possible. Ouais, mais après, pour que ça soit UCI, il faut 10 km, je crois. Ah, et ça s'appelle une piste. Ouais, parce Ok, que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui avait fait l'annulation de l'Omloop van Borsele, puisque la municipalité autorisait que des circuits courts, mais l'UCI ne l'autorisait pas. Donc bon, revenons-en à ce GP Beveren, qui était une course quasiment plate, puisqu'il y avait une seule montée répertoriée, qui était un pont d'autoroute, un truc comme ça. Donc une course qui a vu quelques échappées, quelques chutes sur les deux premiers tours. Dans les échappées, on a eu Heidi Haitikainen pour la VFS Rindle, les Flying Freelancers comme on les appelle maintenant, qui était sorti dans un deuxième temps, puisqu'en un premier temps c'était un duo avec Rose des Flying Freelancers et Henrietta, je ne sais plus de quelle équipe. Voilà. Mais à chaque fois, ces coups n'ont pas pris plus de 30 secondes d'avance, donc bah, ça s'est joué au sprint. Un sprint rondement mené par l'équipe Lotto, puisque bah, elles ont réussi à faire un doublé, avec la victoire pour Catherine Declercq et la deuxième place pour Anna Van Wersch, qui est très proche de Florine Bolt, donc les Flying Freelancers. Donc l'écart pour Catherine est un peu plus marqué, puisque bah, elle a pris une belle avance pour la victoire. Voilà, donc un doublé pour cette équipe-là. Anna qui prend aussi le classement, je sais plus lequel. Classement enfin, c'est la Lotto Cycling Cup. Et c'était Scarlett Souren qui prenait aussi l'autre classement, donc il y avait meilleur jeune et leader, je crois. Et Anna a pris le classement par points, si je ne dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai vu à l'arrivée. Et voilà, Catherine, c'est son premier succès en UCI, il me semble, puisque la dernière fois, c'était son dernier succès remonte au Watersled Challenge il y a 2 ans. Donc là où j'étais, forcément, ça aide. D'ailleurs, oui, effectivement. Effectivement, est-ce qu'elle n'aurait pas gagné que quand je suis là? Ah, ben, il y en a peut-être, hein. Ah, Fais gaffe, tu vas te faire kidnapper. ouais, ouais, non, mais je vais regarder ça, tiens. Il y en a sûrement, même. Après, à voir combien de victoires elle a. Donc l'an dernier, elle a 0 victoire. Water Ski Challenge, non, GP Lucien Van Impe en 2023, mais c'est pas du TI. Non, mais on a encore des podiums dans le top 5 hein, pour considérer les performances. C'est pas forcément que des victoires. Oui, oui, non, mais dans ce cas-là, elle a fait des bonnes performances quand j'étais pas là. Notamment sur de la piste qu'elle avait fait. Ah non, mais attends, mais peut-être que là j'y étais. Sur les championnats d'Europe, non, je crois que j'avais pas fait ce jour-là. Ouais, Non, j'étais t'étais pas. pas loin. Si j'étais reparti un petit peu loin. Mais voilà. T'avais laissé tes influx. Ouais. Bon, ok. On te laissera regarder les statistiques. Moi, pour ma part, je vais vous parler du Grand Prix Val Tour féminin. Donc, pour ce junior dont on a parlé la semaine dernière, qui s'est déroulé dans l'Ain sur 2 jours non consécutifs, vendredi et dimanche. Dans les deux cas, le vendredi comme le dimanche, c'est joué à 3 pour la victoire finale. Et dans les deux T'es pas dans l'Ain? c'est Paola Osti qui a remporté le sprint. Donc le vendredi, elle est arrivée au sprint Anja Grossman, Suissesse, et la Canadienne c'est Inès Siranga. Et le surlendemain, donc dimanche, toujours cette même Paola Osti, arrivée pour le coup une polonaise Maria Okuczynska, toujours bien classée, et sa compatriote espagnole Lidia Castro de l'Amirat Cycling Team. À noter sur ces deux courses que le vendredi
Italie à 4e et Megan Arens. Il faut noter également la belle performance de la grecque Iris Campon de la LCG Racing, parce que c'est une grecque et que moi j'aime bien souligner quand les grecs font des bons résultats. Et la 10e place de Rodizal, dont on a déjà parlé. La première française est Maïva Plagnol, le vendredi, à la 13e place. Elle représentait la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le dimanche, la 4e et la meilleure midi de la région Bretagne, donc première française et 4e. On retrouve à la 6e place, pour faire plaisir certainement à taille, Noimos Junior. Et on va retrouver Sines Virunga à la 13e place, juste devant Mathilde Fritz. Et il me semble que la Suissesse, dont j'ai évidemment pas retenu le nom, c'est une première année. De sens, c'est que ça doit bien ressembler. Il me semble qu'il y a Maria, des juniors 1 qui se sont distingués. Maria notamment, Maria, celle qui fait 2e, elle est de 2008, et celle qui fait 3e le dimanche, là, elle est aussi de 2008. Donc c'est des premières années. Et Anya Grossman, effectivement, celle qui fait 2e le premier jour, est une première année aussi. Ainsi que Lydia Castro. Ouais, donc, la relais est déjà assurée pour une bonne partie du peloton. Ouais. Tout à fait. Allez, on va pouvoir enchaîner avec le résultat que vous attendez tous et toutes. C'est le tour de la BTB féminin par Marseille. Ouais. Alors attends, je vais peut-être essayer de regarder les résultats de chacune des étapes. On a eu une domination un petit peu norvégienne, hein, puisque c'était au Canada, donc forcément. Les Vikings au Canada, ça fait un moment, il me semble. Ouais, voilà. Donc première étape remportée par Marte Dolven, donc pour la Norvège, devant un duo canadien avec Abigail Fortier pour l'équipe du Québec et Clémence Cousineau pour l'équipe du Canada. Donc Clémence Cousineau qui court chez Watersley, hein, donc pour rappeler ça. C'était un petit sprint. Elle est chez Ridger, je crois. Ouais, elle est Team Ridger. Ça a été annoncé, effectivement. Elle va rejoindre la COP. C'est celle que tu es censé parler comme Mercato. Ah, merci de préciser. Voilà, donc Marthe qui remporte cette première étape. Deuxième étape, on va avoir une deuxième victoire pour la Norvège. Alors là, c'est une petite victoire en solo avec 5 secondes d'avance sur le reste du peloton ou du groupe qui est derrière. C'est un groupe d'une vingtaine de coureuses. Donc c'est Oda Giesinger qui s'impose. Et deuxième et troisième, on retrouve les vainqueurs de la veille avec Marthe Dolven deuxième et Abigail Fortier troisième. Étape 3, victoire pour le Canada. Donc là, on revient un petit peu sur la norme. Pour un duo qui va se jouer la victoire, donc avec victoire pour Raphaël Houd devant Elodie Malois. Et à la troisième place, on va retrouver la Norvège avec Marthe Dolven, encore une fois. Quatrième place pour une Française, Justine Beau, qui est, je ne sais pas de quelle région, en France. Quatrième et dernière étape, et bien encore une victoire pour la Norvège, avec Oda Giesinger qui va s'imposer avec une trentaine de secondes d'avance. Alors il semblerait que ce soit un contre-la-montre puisque l'étape faisait 9 km. Donc elle s'impose avec une trentaine de secondes d'avance sur Ellie Moore du Canada. Et troisième place pour Eve, je sais pas. Buxkowski, qui a un nom vachement canadien. Mais elle est canadienne, qui finit à 44 secondes. Zoé Billan qui va terminer pour la France 4e. Et donc au classement général, c'est une victoire pour Oda Giesinger devant Elodie Malois et Raphaël Houd, donc une Norvégienne, deux Canadiennes. Raphaël Carrier était là? Bonne question. Je ne vais pas dire que c'est la seule junior canadienne que je connais, parce que ce serait un peu abusé, mais... Clémence Cousineau, je t'en ai jamais parlé? Non, c'est pour ça que je dis c'est un peu abusé, c'est vraiment où Clémence Cousineau, on en a parlé, notamment quand il y a eu les courses américaines, c'était souvent ta chouchoute.
Sydney Swieringa, évidemment. Mais voilà, Raphaël Carrier, elle va normalement rejoindre un FIA en tant que stagiaire d'ici quelques semaines, donc c'est peut-être celle qu'on va le plus voir en France sur ces prochains mois. Ouais, possible. Ah, mais attends, j'étais en train de voir. Ah non, mais Clémence, oui, non, elle a 17 ans, mais elle est quand même deuxième année, c'est juste qu'elle fait son anniversaire plus tard. Non, j'étais en train de regarder les Canadiennes de chez Watersley. Parce qu'il y en a trois, du coup, avec Clémence Cousineau, Abigail Fortier et Sydney Swieringa. Donc voilà, je pense que vous en entendrez parler aussi les prochaines années. Vu leur talent, ils risquent de signer dans des bonnes équipes. Ok, merci Fay. Il y avait aussi une petite course dans la vallée de l'Oder, côté allemand, l'Oder-Blutbach. Exactement. Et bien alors ça, c'est une course chez les Allemandes, enfin, pas allemande du coup, vu qu'elle est autrichienne. C'est une certaine Elisa Winter qui a gagné la première étape, donc qui était un chrono, où elle a gagné, elle a pris d'abord le hot seat et puis elle a pu le conserver pour 1 seconde, il me semble, d'avance sur la deuxième. Alors merci de ne pas me demander qui a fait deuxième, mais voilà, donc c'est une victoire. Eh, écoute, je sais qui c'est qui a gagné, hein, moi c'est juste pour ça que je vais en parler. Oui, c'est pour ça que t'en parles. Donc, Exactement. Deuxième étape qui s'est jouée au sprint avec une troisième place, je crois, pour une certaine Elisa, qui va perdre son maillot au profil des classements des étapes, puisque au classement général, elles sont trois à avoir le même temps. Donc les trois se départagent grâce au classement des positions sur oui, une cumulée. c'est une course amateur. Ouais, Oui, donc oui, il n'y a pas forcément les dixièmes de seconde. ouais, aussi, oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, Elisa va reprendre le maillot jaune et elle va en plus prendre le maillot vert. Il y avait 4 étapes ou 5, je sais plus. Non, je crois qu'il y en avait 5. Après, voilà, elle va juste gagner, garder son maillot et puis aller le conserver, le remporter, le ramener chez elle. Et je crois, si c'est possible, elle a fait que des top 5 sur les différentes étapes. Donc voilà, elle a un petit peu dominé la course qui était, faut préciser, sponsorisée par son équipe. C'était son équipe qui était un petit peu organisatrice de la course. Donc voilà, elle a montré que voilà, elle méritait sa place. Voilà, elle a bien représenté son équipe sur la course. Voilà. Ok, bah, c'est une belle étape. Ah bah si c'est Elisa qui gagne, oui. Bon, bah justement, en parlant de belles épreuves, parlons VTT. Ouais. Et ben VTT, je sais pas, moi j'ai pas vu, j'ai juste vu que Puki elle est tombée. Donc voilà. Et voilà, on en avait déjà parlé, mais globalement, c'est quand je vois que Luc Peters casse du VTT, je mets Courtney sur le programme et il se débrouille. Voilà. Et ben je me débrouille. Moi j'ai vu qu'elle est tombée, c'est tout. Et que ben voilà, maintenant elle va arrêter le VTT. Elle va se concentrer sur son nouvel objectif, qui est d'aller me chercher un maillot jaune pour ma collection. Elle te ramène déjà un écureuil. Ouais, je vais lui dire soit l'écureuil, soit le maillot jaune. Elle choisit. Bon, et rien de grave quand même. Non, 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 c'est petite chute. Ouais, petite chute. Ouais, j'aurais pas aimé faire la même, mais non, rien de cassé. Et, tout va bien pour elle. Ok. Parce qu'elle était en forme quand même. Ouais. Bah, Fly, c'est encore toi, hein. Après, on va passer sur les previews si on a fini les reviews. Je crois, ouais. T'avais plus rien à dire, hein. J'ai Et parlé en plus, t'en as marre d'Elisa. avant. Ouais, c'est bon. Attends, j'actualise le programme pour voir si Cactus a pas rajouté un truc. Putain. Eh bien, donc sur les previews, c'est encore pour toi, Fly. C'est bien ce que je disais. C'est le Balloise Ladies Tour. Ouais, Baloise Ladies Tour, qui va être une course par étape en Belgique.
donc qui a lieu à partir de mercredi, je crois que c'est la première étape. Donc, comme je le disais, course en Belgique avec la première étape qui est donc un prologue du côté des Pays-Bas. Voilà, faut bien tout faire, hein. Donc, voilà, un petit prologue qui sera j'ai pas la distance, attends, faudrait que je regarde. C'est marqué là-bas. Sur pas Euh, grand-chose, quoi, forcément. ouais, voilà, oui. 3,1 km. Il n'y a pas les profils là-dessus? Si, je vais vous montrer ça. Attends, je vais faire le truc bien. A priori, c'est aux Pays-Bas, je pense pas que ce soit un chronoscalata. Non, tu as une montée, mais qui est peut-être un pont, hein, je précise. Donc voilà, de toute façon, ça reste celui-là, hein. Et après, ça sera plus des étapes pour sprinteuses, on va dire, hein. C'est un petit peu la spécificité de ce Balloise Ladies Tour, qui avait vu la victoire de Lorena Vibes l'an dernier. Peut-être un sprint en faux plat montant pour la première étape. Et après, on va avoir quelques montées du côté de Zult sur la deuxième étape et final vraiment plat. On va avoir ensuite deux demi-étapes sur le 19, donc ça doit être samedi? Vendredi? J'aurais dit samedi. Oui, si, samedi, pardon. Ouais, c'est samedi, ouais. Donc deux demi-étapes, ouais, en plus ça tombe bien, c'est le samedi. Donc du côté de Maldegem, avec un double circuit le premier jour, donc une course de 93 km et l'après-midi, un petit chrono de 10 km. Alors, moi j'avais noté au début que c'était un chrono individuel. Amalia Debarge m'a dit que c'était un chrono par équipe et sur ce week-end j'ai croisé Zoé Bagstedt qui m'a dit que c'était un chrono individuel. Donc voilà, donc démerdez-vous à savoir ce que c'est. Il n'y a pas un roadbook ou un site ou un machin comme ça qui peut répondre à ma question? Bah si, moi sur le roadbook j'avais vu chrono individuel. Non mais a priori c'est Vélo Viewer qui avait mis chrono par équipe. Et d'après ce que m'a dit Zoé ce week-end, ils ont rechangé après, mais ça serait donc un chrono individuel. Et donc après une dernière étape du côté de Zwevegem, avec des petites boucles, une étape de 128 km. Voilà. Et donc, comme vous l'avez pu le constater, il y aura donc Amalia Debarge et Zoé Bagstedt notamment au départ. J'ai la Mais star pas list. sur la même course au final, parce qu'elle ne pense pas faire le même chrono. On verra bien. Ok, on les suivra. Ouais. Il y a sur la start list, bon, on peut dire quelques sprinters. Donc a priori, il y aurait pas Lorena Vibes. Elle sort du Giro d'un autre côté. Ouais, elle sort du Giro et si elle fait le tour juste après, ouais, c'est un peu compliqué. Par contre, on devrait avoir Charlotte Cole du côté de la pique-nique. Chez Lidl Trek, on aura Clara Copponi, qui peut peut-être faire un bon résultat côté français. Voilà, après Julie Deville chez les Phoenix. À voir après, on a Margot Vigier qui peut aider Nienke Venhoven ou Martina Fidanza du côté de la Visma. Catherine Declercq du côté des Lotto. Je vais pas tout citer parce que bon voilà, on va faire une start list un peu trop longue. Et bon, on vous Il y a en des reparle. équipes françaises? On a Cofidis, donc avec Marion Moraz, Valentine Fortin, Victor Guillemin, Spela Kern, Nicolas Noskova et Kirsty Van Aften. Et on va voir Léa Rondel côté français du côté de la Baloise. Voilà. Très bien, très bien. On peut retourner dans l'ouest de la France avec Cactus pour enchaîner la Périgord Ladies et la Picto Charente. C'est ça, donc les deux courses qu'on va voir sur le week-end. On en a parlé un petit peu avec Justine pendant l'interview tout à l'heure, mais donc Justine qui sera sur la plateau charentaise, et c'est pour ça qu'on va commencer par la Périgord, parce que c'est celle qui se déroule avant, évidemment. Donc qui aura sa 6e édition pour la course d'un jour qui, nouveauté de l'année, est classée en point 1 maintenant, qui était une point 2 jusqu'à alors, mais ça devient une point 1. C'est notamment expliqué par la volonté de pouvoir garder les World Tours, notamment la FDJ Suède. 120,7 km au programme entre le lac de Roufiac et Boulazac-Île-Manoir, dont un circuit final de 5,7 km à parcourir trois fois, pardon. Départ donc samedi à 13h15 et on devrait connaître celle qui succédera à José Talbot autour de 16h30. C'était Amber Track, Cinq qui retours sur Amber Track avait gagné il y a 2 ans, c'est ça? Quoi?
Camberfra qui avait gagné il y a 2 ans. C'est possible. Je vais juste regarder Josie Talbot parce que c'est elle qui était sur l'affiche. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Donc, on a, d'après l'organisation, 5 World Tours annoncés. Donc, des espèces, Human Power, Roland, UAE et UnoX. Des pro teams aussi, Arkea, Saint-Michel, Winspace et Volker Vessels, mais a priori pas Cofidis, toujours d'après l'organisation. Côté Conti, Bpink, Canyon Generation, Siniska, NA4, Alba, Nexetis et le Centre mondial du cyclisme. Et on peut rajouter les Dynamics, Torelli, Lanester, le team féminin Centre Val de Loire, Team Buffas Gestion de Patrimoine, Chambéry et une sélection ukrainienne. À noter que First Cycling annonce Phoenix, CGOC, Cofidis et la Team Cop, mais pas les Dynamics et Siniska, donc je ne sais pas trop. L'organisation, si je ne dis pas de bêtises, est liée à celle du Tour du Limousin. Oui. C'est sur First Cycling, il y a les Dynamics. Ah bah je sais pas, j'ai lu un notaire, c'est possible. Ils vont peut-être changer, actualiser dans la journée. C'est peut-être possible aussi. Ils l'ont fait juste avant le live, tu sais. C'est comme le gars qui rajoute des trucs. Ouais, qui rajoute des trucs au programme au dernier moment. Ou comme celui qui rajoute des résultats de courses qu'on ne sait même pas que ça existe 15 ans plus tard. Oui, tout à fait. Ça fait un moment que je l'ai rajouté. Hein. Moi, dès la victoire d'Elisa, je l'ai rajouté, le premier truc que j'ai fait. Ah non, mais c'est pas forcément pour ça. Non, c'est pas pour le programme, c'est pour la page résultats où tu nous demandes si on n'a pas des chouchoutes dans une course pour meilleur 17. Ah oui, non. Non, mais ça, c'est les courses où je vais. C'est bon, la prochaine, c'est le Tour de France. Normalement, tu connais. Un Tour de France sur 17? Non. Il y aura le Tour de l'avenir, t'inquiète. Donc la start list n'est pas définitive, surtout si on n'est pas sur des équipes participantes, mais sont annoncées par l'organisation Loussa de Rest, Heidi France, Gazelle Borghesi, les sœurs Daria et Victoria Piculic, Catherine Schweinberger, Morgane Coston, Paola Blasi, Lara Gillespie, Maëva Skiban, Caroline Finkels, Simone Boilard, Ingrid Gasquien, Linda Zanetti, Mipianda Lotastad, Laura Asensio qui pourrait faire sa reprise donc après sa fracture sur la Volta, Michaela Drummond. Elle a roulé le côté Ardèche, elle a publié sur ses réseaux pour les côtés Ardèche. J'ai croisé son tonton qui m'a dit qu'elle roule. Qui en a à la fois du tonton. Océane Mahé, Lucie Fitius, Ségolène Thomas, Margot Van Pachtenbecke, Eline Janssen, Marie-Morgane Bedin, Nadia Grontova, Noémie Abgral, Sarah Poe, Ariana Gilabert, Kate Richardson, Yasmin Mishki, Olympia Norin Mortensen, Yulbuz Hashimi, Ola Klinic, Emma Comte, Victoire Georget, liste non exhaustive évidemment. Et Olympia, je suis pas sûr qu'elle y soit, mais bon. Qui? Olympia. Bah, Torelli est annoncé. Oui, mais... Et elle est dans la liste des engagés de l'OCA. Ouais. J'ai pas vu trop de publicité de Tony pour l'instant là-dessus. Ouais. Moi, elle m'a dit qu'elle était en vacances, donc... Elle est peut-être en vacances dans le Périgord. Hein. Ouais, dans le Périgord, et ensuite en Charente. On la pique charentaise. J'ai pas Torelli d'annoncer pour la plateau charentaise d'ailleurs. C'est pour ça, donc elle reste en Périgord. Elle a bon goût. Ça va pas plaire à Stéphane Delcourt, ça. C'est lui qui appelle pour se plaindre. Il est rapide, hein. Donc la Picto charentaise qui aura lieu dimanche, donc là c'est la 9e édition, qui avait notamment été remportée en 2022 par une certaine Marie-Lunette. Au programme, 132,7 km entre Poitiers et Châtellerault, avec là aussi un circuit final à parcourir 3 fois, mais on aura une côte de 700 mètres à 5%, donc juste après l'arrivée, donc qui sera plutôt pour lancer des coups d'un peu plus loin, plutôt que vraiment pour jouer la gagne. Départ donné dimanche à Poitiers à 12h50 pour une arrivée prévue à Châtellerault autour de 16h30. Là non plus, on n'a pas de start list complète. J'ai même pas vu de start list provisoire, mais on a quand même une liste des équipes
avec 5 World Teams, FDJ Suez, Human PowerF, UE, UnoX et Phoenix. 6 Pro Teams, donc les 4 françaises, Mindspace, Artea, Cofidis, Saint-Michel, Laboral Kucha et Volker Wessels, donc toutes sauf IF. 6 Conti, Smurfit Westrock, Enecat, Patobike, Das Hutchinson, Nexetis et le Centre mondial du cyclisme. Et 8 équipes amateurs, pardon. La Team L, justement de Justine Jégu, Mortemont-Benoît, Mégamo Vosges, Chambéry, le Team féminin Centre Val-de-Loire, l'UVC A3, la Brest Ladies et la Nester, mais pas la Movistar de la vainqueur chez la Gutiérrez. Le vainqueur de l'année dernière. Oui, il n'est pas en train de dire que c'est elle qui va gagner. A priori, c'est pas elle qui va gagner vu que son équipe n'est pas là. D'ailleurs, j'ai pas entendu tout à l'heure parce que tu nous as donné plein de noms, mais du coup j'étais peut-être perdu au milieu. Est-ce la reprise de la championne de France Marie-Jeannette? Je l'ai pas vu dans la liste. Mais d'un autre côté, dans la liste, il y a Lorraine Molangraf qui me semble n'est pas en état. Lorraine, elle n'est pas en état. Ouais. Non, par contre, pour Marie, moi je crois qu'elle est plutôt en stage et qu'elle va faire sa reprise avec le maillot sur le Tour de France. Il me semble qu'effectivement ça partirait plutôt sur un Tour de France pour elle. Ouais, je pense que avec le départ en Bretagne et le maillot bleu-blanc-rouge, ce serait quand même une belle récompense pour elle. Oui, alors après, c'est pas là pour faire des récompenses, a priori. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Sur ses qualités propres, elle a sa place. À voir si Ali Wollaston sera présente ou pas, ce qui changera forcément son rôle. Ouais, mais on va voir après, il y a peut-être aussi la blessure de Vittoria Guazzini qui change un petit peu, qui aurait sûrement eu sa place aussi. Et pareil pour Lorraine Molenrath. Lorraine Molenrath qui aurait dû être leader de la FDJ, qui du coup laisse sa place. Mais de base, on peut en mettre que 7 dans l'équipe et j'ai l'impression que ça commence à en faire beaucoup. Sauf si tu nous dis que Juliette ne fera pas le Tour de France, mais j'ai compris quand même que Demi-Vollering devait être prévu. La musique devait être prévue aussi, Juliette également. Marie, je vous ai transmis je t'ai transmis, Fly, je sais plus à qui j'ai transmis. Non, je l'ai mis sur Blue Sky, un article qui dit qu'Léa Curie va le faire. Voilà. Et il reste 2 places. Oui, sauf que. Ok, donc il reste 2 places. Donc c'est qui tu dis que tu dis de ne pas venir entre Crack, Wollaston et Le Net? Bah, Crack du monde. Ça va être compliqué. Surtout qu'il faut quand même une équipe autour de Demi-Vollering pour aller gagner le Tour aussi, si c'est l'ambition. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une équipe? On a vu l'année dernière que c'est peut-être ce qui lui a manqué. Ouais, ok. C'est pas faux. Ok. Passons ensuite au match du soir entre Alba et S. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, alors c'est peut-être pas du soir, mais en fait c'est ce matin sur Blue Sky, j'ai vu un post de l'équipe Alba qui mentionnait que l'équipe S s'était désistée d'une course et relativement au dernier moment. A priori, c'est le Palois Ladies Tour en plus. C'est possible. Donc voilà, donc ils se désistent un petit peu au dernier moment et du coup Alba aurait été rappelé peut-être un soutien pour leur dire voilà, si vous pouvez venir, venez. Sauf que bon, comme c'est au dernier moment, c'est compliqué à faire. Donc surtout si j'allais dire Alba, je les ai cités dans les équipes annoncées sur le week-end en France. Est-ce qu'ils auraient les moyens d'assumer 2 fronts comme ça? Je ne suis pas certain. Ça c'est plus compliqué. Donc voilà, après oui, ça aurait fait une seule course plutôt que 2, mais c'est peut-être plus intéressant pour eux de faire une course par étape. Surtout que l'équipe Alba était déjà en Belgique ce week-end, donc ça fait éviter le déplacement aussi qui peut être coûteux. Donc voilà, donc S a priori c'est pour des problèmes financiers et c'est pas la première fois de la saison qu'ils doivent se désister d'une course. Alors évidemment c'est dommage pour cette équipe qui voilà, on aurait préféré les voir concourir. Mais voilà, après c'est aussi dommageable pour la course qui va avoir une équipe en moins et aussi pour Alba qui aurait peut-être préféré faire cette course mais qui a dû se
faire un plan B. Et bah, voilà, ben, tout le monde est perdant et c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Et voilà, l'équipe devrait s'inscrire peut-être que quand ils ont les garanties pour le faire. Donc, voilà. C'est voilà, les problèmes Malheureusement, comme tu l'as dit, la saison de l'AS a déjà été raccourcie parce qu'ils sont arrivés tardivement sur la saison. Ouais. Et on ne sait pas s'ils vont la finir. Donc, c'est malheureux. Ah, ils n'ont pas fait non plus énormément de courses. Non, ça c'est sûr. Ils ont pris le temps. Moi, je sais qu'ils ont fait l'autre là-bas, le Bergkampen, parce que je me souviens qu'il y avait Carlisle. Mais après, Ok. On verra comment tout ça évolue. Cactus, tu voulais nous parler mercato. C'est ça. Donc, on a parlé, c'est bien, on peut tout relier à l'interview, c'est magnifique. On a parlé donc de Winspace qui a annoncé, on rappelle la semaine dernière, la signature de Justin Jégu. Donc, ils ont annoncé une nouvelle prolongation sur la semaine, qui est celle d'Aurela Nerlo, donc la polonaise qui est dans l'équipe depuis l'an dernier et qui s'est distinguée en prenant la deuxième place de l'Omloop Newsblad. Donc c'est ce qu'avait évoqué Justine justement. Donc en échappée avec l'autoclass battue au sprint par la Belge, et elle a aussi terminé 5e des championnats de Pologne du chrono et de la course en ligne. On avait d'autres infos mercato avec la COP, Fly. Est-ce que tu veux un peu d'aide, notamment sur la signature de cette jeune junior Oda Gissinger? ben voilà, ben, on l'a déjà évoqué, hein. Elle a un petit peu, Quelque part, on en a déjà parlé. voilà. Alors, elle a quand même quelques caractéristiques, cette jeune Oda. C'est qu'elle a commencé à courir en août l'année dernière, simplement. Qu'elle est déjà 3 fois championne de Norvège junior. J'imagine qu'il y a le contre-la-montre, qu'il y a la course en ligne, et après, je sais pas, peut-être de la piste, peut-être autre chose. Il y a souvent les critériums en Norvège. Des critériums, voilà. Et que auparavant, elle était joueuse de football. Donc, c'est peut-être la nouvelle Ralph Evenpool. C'est qui ça? Un gars Visiblement un joueur de football qui a fait du vélo. Voilà. Ok. Un Ouais, joueur de c'est ça. foot qui s'est reconverti. Si Ça on fait regarde, moins norvégien par contre comme nom. si on regarde ses résultats, effectivement, cette année, elle a commencé sur les trois jours du Nord, donc en course junior, où elle avait fait 7e sur la première course et après DNF sur les deux autres. 2 courses en Belgique, donc avec la Team Rutger. Et après, elle a enchaîné une victoire sur une kermesse en Norvège. Pareil, la Norvège Cup. Donc, une victoire sur le chrono individuel, une victoire sur une course tempo, une victoire sur les championnats du Critérium, la victoire sur les championnats nationaux, non, sur une course à Oslo, victoire sur les championnats du chrono, sur la course en ligne, et puis après sur la BTB, elle gagne le général, 2e du classement par points, 2 victoires d'étape et 2 5e places. Donc c'est pas dégueu quand même comme résultat. Elle a l'air d'avoir un petit potentiel. Et par contre, je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est intéressant aussi à souligner, parce que c'est assez rare aussi. Il y avait d'autres infos sur la COP, c'était tout. Non, c'était juste celle-là que j'ai vu passer. Ok, tu aurais pu mettre le nom, hein, comme ça j'aurais un peu mieux, j'aurais pu un peu réviser. J'ai vu que le nom était compliqué, j'avais pas le temps. Ok. Je me suis dit, c'est ouais, en plus, là, pour le coup, je l'ai mis, plus ou moins quand ça a été annoncé, ça fait quelques jours quand même. C'est pas. Ouais, mais du coup j'ai oublié. Ouais. Alors, aviez-vous d'autres infos, monsieur? Alors, on n'a pas demandé à Justine si elle avait des noms de coéquipières à nous révéler. Les surnoms. Moi j'ai des infos sur le Tour de l'Avenir, mais je sais pas si ça vous intéresse. Ah bah vas-y, dis toujours, on verra. Alors il n'y aura pas Olympia Norrie Mortensen puisque le Danemark ne va envoyer personne. Et par contre, il devrait y avoir une coureuse qui s'est illustrée très récemment puisque Elisa Winter serait annoncée du côté de l'Autriche. Les World Tour peuvent enfin, les coureurs d'équipe World Tour peuvent participer ou pas? Je sais plus.
je crois qu'il y avait rien comme que c'était pas interdit. Donc voilà, ça sera à Ok. suivre. Moi, j'ai une autre petite info aussi, qui est un peu passée inaperçue, mais je crois qu'on n'en a pas parlé en tout cas. C'est la création du syndicat français des coureurs cyclistes. Ok. À moins que vous en ayez parlé quand j'ai été obligé de passer à côté du truc. Donc, a priori, depuis le 4 juillet, ce syndicat a été créé sous la présidence de Marion Cligné. Et le communiqué de presse dit, en gros, après plusieurs années d'engagement au sein de la FCC, l'Association française des coureurs cyclistes, fondée en 2019 pour améliorer les conditions de travail dans le cyclisme féminin, les coureuses françaises franchissent aujourd'hui une étape décisive. Nous annonçons officiellement la création du syndicat français des coureuses cyclistes, une structure professionnelle indépendante pensée par et pour les cyclistes professionnels. Donc voilà, on essaiera de se renseigner un petit peu plus pour vous en dire plus lors d'un prochain numéro du Chouchou Cycling Club. Potentiellement, si on peut même faire ça avec une interview, par exemple. Pourquoi pas? Inviter Marion Cligné. Très bien. Ben, on a fait le tour pour ce soir, je crois. Ouais, je crois bien. Rien sur le chat ce soir? Pas de questions? On a été assez complet. Pas de questions, mais on a tout dit, hein. C'est l'avantage d'être Ah ouais. de tout dire, hein. Ah ouais. Ouais, je t'aurais pas rajouté le VTT, t'aurais une question dessus, je pense. Ah oui. Ouais. Alors on dit merci Cactus. Ouais. Merci Cactus. Ouais, mais attends, après ils vont nous demander qui est qui a gagné, alors. Bon, eh ben allez, je prends l'engagement de mettre le VTT d'office à fly pour toutes les semaines, même s'il n'y a pas de VTT. Non, mais il y a plus Comme ça, Puki. au moins. Non, mais non, mais parce que là, Puki, elle arrête le VTT, elle se concentre à la route. Donc, en plus, je verrai même pas ses résultats. Bon, et on va s'arrêter pour ce soir. Merci encore à tous les deux. Merci à Justine Jégu pour nous avoir accordé une belle interview en début de ce numéro. J'aime une nouvelle fois le meilleur possible pour la suite de sa carrière. Et puis nous, on se retrouve très rapidement parce qu'il me semble qu'il y a à nouveau une petite course par étape qui se profile. Donc pensez bien qu'on ne va pas manquer de vous en parler. D'autant plus que vous pourrez peut-être nous retrouver les uns les autres, à droite, à gauche. Bon, bah, Cactus, il a décidé de faire bande à part cette année. Il reste dans son château. C'est pas moi qui fais bande à part, c'est le tour qui vient pas, c'est pas pareil. Voilà, le tour nous a Non, mais pas c'est. donc pas de Cactus sur le tour cette année. Ça compte pas, ça. Regarde, moi, l'année dernière, ils sont venus chez moi. J'ai limite pas fait les étapes qui étaient chez moi. Bah écoute, tu m'excuseras, un cactus, ça a moins de capacité de déplacement qu'un poulet. Hein. Ok, Voilà. effectivement, vu comme ça. Bon, d'ailleurs, on verra ce que la caravane du Tour féminin distribue, mais j'ai vu que la caravane du Tour masculin, à travers le sponsor Le Gaulois, distribue des capes pour se déguiser en McFly. Oh, Ah ouais, d'accord. bleu, blanc, rouge avec une tête de poulet, on s'y croirait presque. Ok. Donc, à suivre. Je rappelle que pour un vrai McFly, il faut les chansons aussi. Exactement. Ouais, absolument. Et il faut, Et j'aimerais pouvoir s'auto-déguiser, ça serait rigolo. t'imagines un cactus avec la cape en plus. Super cactus. Super Cactus. Allez, on conclut là-dessus et on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine. On reprendra probablement nos horaires habituels du lundi dès la semaine prochaine, voire peut-être à un autre moment. On verra. On vous tiendra au courant sur les réseaux. Suivez-nous bien. Ouais. À très vite. Bonsoir, messieurs, et à la semaine prochaine. À la Salut. prochaine.